Chapitre unique, les tribulations de la montagne. Il faisait un froid de canard ce jour-là, le thermomètre affichait péniblement dans les 12 degrés et l'hiver enveloppait la région de son manteau gris. Je sortais tout juste de la forêt de bois d'Arcy quand ma voiture décida subitement de me lâcher, tombant en panne à quelques mètres seulement d'une station-service. N'ayant pas d'autre choix, je décidai donc de la pousser sur une vingtaine de mètres pour me mettre à l'abri. Le pompiste, un homme au regard aiguisé, a deviné tout de suite que j'étais en panne. Un vrai devin, ce mec, non? C'est alors qu'une infirmière s'approcha, visiblement pressée, et me lança que mes histoires étaient certes très jolies, mais qu'il fallait la laisser maintenant. Elle ajouta que je n'étais pas sympa, m'appelant Monsieur Bellemare. Je dus la corriger immédiatement en lui expliquant que je n'étais pas Pierre Bellemare, mais que je travaillais comme journaliste et que je m'appelais Jérôme Bonaldi. Surprise, elle s'exclama que ce n'était pas vrai, que c'était bien moi que l'on voyait nulle part ailleurs, l'homme aux trucs et aux gadgets. Je lui précisai doucement que je ne faisais plus les trucs, que je ne faisais plus les gadgets, et que j'étais désormais pleinement journaliste. Soudain, une grimace de douleur traversa mon visage. L'infirmière s'enquit aussitôt de ma santé, me demandant ce qui ne allait pas. Je lui répondis que c'était ma cheville qui me titillait douloureusement. Elle manipula délicatement l'articulation et me demanda si c'était mieux comme ça. Le soulagement fut instantané et je lui avouai que je ne sentais plus rien, la qualifiant de véritable magicienne. Elle voulut s'assurer de mon état car elle aimerait bien ne pas avoir à revenir une 8e fois ce matin-là. Je la rassurai en lui disant que c'était simplement le fait de la voir qui m'enlevait la douleur, et que je ne regrettais vraiment pas d'avoir raté mon week-end au ski pour me retrouver là. Elle me confia alors que cela faisait bien longtemps qu'elle n'était pas allée à la montagne. Saisissant l'opportunité, puisque j'étais bloqué ici, je lui proposai de profiter de mon appartement situé à Méribel qui était actuellement libre. Elle hésita, trouvant cela un peu gênant puisque nous nous connaissions à peine. Je lui assurai que le logement était grand et qu'elle pourrait venir accompagner avec des jeunes et des belles infirmières comme elle. À ce moment-là, un homme s'approcha pour me présenter un produit en s'exclamant que cela allait se vendre comme des petits pains. Il commença sa démonstration en montrant un outil et dit que c'était un stylo. Il pointa la couleur verte, puis expliqua qu'à l'aide de son pouce, hop, il passait au bleu. Il poursuivit en disant que si c'était vraiment des textes difficiles et compliqués, hop, il passait au rouge. C'était un bic à 4 couleurs, quoi. Impressionné par sa verve, je lui dis qu'il connaissait bien son métier. Il interpella alors une dénommée Charlotte pour lui raconter qu'il parlait de 3 couleurs et que je lui avais répondu un bic à 4 couleurs. Il trouvait cela génial et me qualifia d'extraordinaire. Il affirma même être sûr que c'était moi qui lui avais inventé ce petit bijou. Sa fille intervint alors pour lui rappeler qu'il devrait être en rendez-vous à cette heure-ci avec le monsieur pour le scanner. L'homme la remercia chaleureusement en disant qu'heureusement il la savait là, puis il me promit de rapporter d'autres trucs encore plus géniaux en demandant à sa fille d'être gentille avec moi. Je revins à la charge auprès de la jeune femme concernant le week-end à la montagne, lui demandant si cela la tentait. Elle admit que c'était tentant, quand même. J'ajoutai que lorsqu'elle reviendrait pour me rendre les clés, nous pourrions peut-être dîner tous les deux, en tout bien tout honneur, évidemment. Elle acquiesça positivement, précisant que son papa sera ravi de se joindre à nous. Pendant ce temps, un vendeur de matériel médical tentait de convaincre un client réticent en lui expliquant que ce type de scanner décelait jusqu'au plus petit ténébrisme et que sa précision au micron lui permettra d'établir des diagnostics très précis. Le client, un homme d'un certain âge, répliqua qu'il ne savait pas ce qu'il va pouvoir en faire. Le vendeur insista, répétant que c'était un scanner, mais le vieil homme marmotta que c'était ce qu'il se disait, tout en lui reprochant de ne pas arrêter de parler. Pour conclure la vente, le vendeur lui remit sa carte ainsi qu'un calendrier où figuraient toutes les coordonnées de leur entreprise et de tous les services auxquels il aurait besoin d'enseignements complémentaires. Le vieil homme admira l'objet en disant que ça, c'était du matériel. Le vendeur crut qu'il parlait du scanner et s'enthousiasma en disant que c'était exactement le modèle que l'on pourrait lui installer. Le vieil homme l'interrompit net, précisant qu'il ne parlait pas du scanner, mais du calendrier. Il lui dit que le vendeur voyait cela avec ses yeux d'enfant, alors que pour lui, c'était un agenda à vue panoramique. En un coup d'œil, on voyait les 12 premiers mois de l'année, puis on le retournait pour voir les 6 derniers mois de l'année.
Totalement conquis par l'imprimé, le vieil homme demanda où il devait signer le bon de commande, acceptant de prendre le scanner uniquement pour remercier le vendeur de lui avoir offert ce magnifique calendrier, concluant sur un principe de donnant. Dans un autre coin de la ville, deux amis discutaient de leur projet. L'un d'eux confirma que pour demain, le karting était parfaitement convenu. Son compagnon le traita de fou de douter de sa présence, affirmant fièrement qu'il représentait les Antilles. Il demanda ensuite où ils allaient pour ce karting et s'enquit du programme du week-end de son ami. Ce dernier répondit que pour lui, ce serait la routine, une petite exposition, un petit musée, et qu'il avait également 2 places pour un concerto, s'exclamant Vivendi. L'autre lui rappela qu'il avait pourtant un appartement à la montagne et qu'il pensait qu'il aurait pu venir. L'amateur de musée réalisa soudain que tout n'était pas figé et qu'ils se seraient bien marrés ensemble. Il pensa qu'il pouvait finalement venir, même si cela signifiait perdre ses places de concert, philosophant sur le fait que lorsqu'on a vu une personne en tutu, on les a toutes vues. Il demanda ensuite à un autre collègue, Jamel, ce qu'il faisait ce week-end. Jamel répondit avec enthousiasme qu'il allait foutre la pâtée au karting avec un copain à lui qui était antillais. L'ami lui annonça alors qu'il avait un appartement à la montagne et qu'il aurait aimé qu'il vienne. Jamel s'excusa, comprenant seulement maintenant que l'invitation concernait ce week-end et non le week-end dernier, avouant qu'il articulait mal. Il accepta la proposition de la montagne avec grand plaisir. Plus tard, au comptoir d'un café, Jamel discutait avec Sabri qui lui montrait une invention. Jamel lui demanda une dernière réponse pour un calcul, 3 x 7. Sabri hésita devant cette opération à 2 chiffres et Jamel lui donna la solution de 21 €. Sabri lui conseilla de la noter précieusement car elle pourra servir. Sabri expliqua ensuite que son invention était révolutionnaire, un agenda à vue panoramique avec une calculette incorporée, précisant fièrement que la calculette était son idée. Jamel se demanda pourquoi il n'avait rien vu venir. Sabri commença à le tester en lui demandant pour Saint-Léon, ce à quoi Jamel répondit Singapour, puis pour 3 x 12. Interrompus par d'autres clients, ils tentèrent de partager leur enthousiasme, mais les gens semblaient dépassés et peu sincères. Sabri leur conseilla alors d'aller voir Clara, pensant que cela allait l'intéresser à coup sûr. Cependant, un imprévu surgit. L'ami qui avait organisé la sortie en karting vint trouver Jamel, un peu embêté, pour lui annoncer qu'il ne allait pas pouvoir venir. Jamel fut profondément déçu, qualifiant la situation de mortelle. L'ami expliqua qu'un copain lui prêtait une shampouineuse ce week-end, une occasion qu'il attendait depuis bien 8 ou 10 ans pour nettoyer sa moquette. Jamel se fâcha, lui reprochant de ne pas être fiable et affirmant que l'amitié entre les hommes ne comptait pas pour lui. L'ami tenta de se défendre en disant que cela ne lui faisait pas plaisir non plus, mais Jamel, vexé, décida qu'il allait en profiter pour faire des choses qu'il ne faisait jamais, comme aller à Castorama avec sa mère. L'ami ironisa en disant que chez Casto, il ne laisserait jamais rentrer sa mère. Le lendemain, la surprise fut totale dans la gare. Les 2 hommes se croisèrent par hasard. L'un reprocha à l'autre sa présence, découvrant qu'il transportait des skis alors qu'il prétendait shampouiner sa moquette. L'ami se défendit en disant que ces skis étaient spéciaux pour la moquette et qu'il faisait juste une petite pause. Il demanda à Jamel s'il ne devait pas faire les courses avec sa mère. Jamel improvisa en affirmant que sa mère était partie chercher des sandwichs et de la bière pour déjeuner dans le coin afin de se rappeler les vacances. Ils se saluèrent froidement. L'ami rejoignit Charlotte, lui disant qu'il venait de croiser Jamel et sa prétendue mère, et qu'ils allaient louper le train. C'est alors que Jamel, voyant la supercherie, s'exclama qu'ils partaient tous ensemble. Clara arriva à son tour, essoufflée, craignant d'avoir manqué le train. Ils plaisantèrent sur le fait qu'ils auraient dû ramener des malades de l'hôpital pour ne pas être trop dépaysés. Soudain, Clara réalisa avec effroi qu'elle avait oublié sa malle dans le taxi et s'élança pour la récupérer. Une fois arrivée à la station de montagne, l'ambiance était électrique. Dans le chalet, Jamel faisait du bruit, ce qui déconcentrait son ami qui étudiait les inventions de Bonaldi. L'ami fit une remarque sur la combinaison fuchsia d'un moniteur de ski nommé Steve, prévenant que l'humour en haute altitude était dangereux. Steve s'approcha de Charlotte pour lui proposer des conseils de glisse, lui demandant si elle était plutôt freeride ou freestyle. Charlotte répondit calmement qu'elle était plutôt chaise longue et qu'elle ne skiait pas.
L'ami sauta sur l'occasion pour dire qu'il était exactement comme elle et qu'ils allaient bien s'entendre tous les deux. Steve, fier de lui, se déclara prêt à affronter le couloir des moniteurs, lançant un défi aux autres. L'ami proposa alors de diviser le groupe en deux, envoyant Steve au mini-club pendant qu'il irait explorer la vallée de la mort. Charlotte décida de s'accorder un moment pour elle toute seule. L'ami reprocha à un autre compagnon, Émile, de ne pas s'occuper de Clara, mais Émile préféra rester avec Charlotte. Les couples semblaient se former et se déformer dans la confusion la plus totale. Pendant ce temps, au chalet, le vieil homme et Sabri s'affairaient. Le vieil homme constata qu'il n'y avait plus de bois pour le feu et demanda s'il pouvait emprunter des brancards inutilisés. Sabri accepta volontiers, mentionnant qu'il avait aussi un scanner qui ne servait à rien, bien que le fer ne brûle pas tellement bien. Le vieil homme remarqua alors l'objet que Sabri tenait en main et le qualifia de petite fouine insatiable. Sabri lui présenta fièrement le premier agenda calculette à vue panoramique portable. Le vieil homme fut émerveillé, trouvant l'objet magnifique et demandant où il l'avait déniché. Sabri affirma l'avoir créé de toutes pièces et invita le vieil homme à l'essayer. Sabri lui donna des instructions de posture, lui demandant d'être souple sur les jambes et de revenir vers lui, expliquant que l'esthétique faisait partie de l'argument de vente. Il proposa une collaboration, soulignant le sens commercial du vieil homme pour concurrencer le grand Bonaldi. En manipulant l'objet, le vieil homme fit une fausse manœuvre, ce qui fit réaliser à Sabri qu'il venait d'inventer par accident l'agenda calculette soufflet, une ingéniosité fabuleuse. Plus tard, au restaurant de la station, l'ami et Charlotte se retrouvèrent enfin seuls. L'ami savourait ce moment, bien que Charlotte lui fît remarquer que enfin seul était composé de deux mots et non d'un seul. Il lui proposa une crêpe au Grand Marnier, mais elle refusa poliment, mentionnant qu'elle en avait déjà pris 17 cet été-là. Il l'incita à se laisser aller puisque c'étaient les vacances. Leur tête-à-tête fut interrompu par l'arrivée de Steve et Clara. Steve proposa de les emmener au Tremplin, un bar réputé pour avoir le meilleur génépi de toute la vallée. L'ami déclina l'invitation, prétextant les 17 crêpes déjà consommées. Steve ordonna alors à Clara de monter se reposer pour être en pleine forme le lendemain, lui réclamant au passage 600 francs pour la journée de cours de ski afin d'avoir du liquide pour inviter Charlotte. Steve se vanta de sa prestation sur les pistes, mais l'ami ironisa sur son style en chasse-neige, ce qui signifiait qu'il skiait comme un débutant. Après le départ de Charlotte, les hommes se disputèrent sur l'identité de celui qui avait ramené ce personnage insupportable. Dans les bureaux de la station, le vieil homme discutait avec un producteur de télévision. Il défendit l'originalité et la sensualité de son produit, affirmant que sa fille Charlotte serait déçue s'il ne s'entendait pas. Le producteur mentionna que Charlotte lui avait téléphoné pour prendre de ses nouvelles et qu'il lui avait fait forte impression. Le vieil homme admit qu'il n'était pas au mieux de sa forme mais qu'il fallait désormais fixer le juste prix pour le téléachat, suggérant de rendre l'objet encore plus attractif. Le producteur le qualifia de perfectionniste, tout comme lui en médecine, avant de l'entraîner vers des affaires plus urgentes. Pendant la nuit, l'ambiance au chalet fut perturbée par des bruits suspects. Certains pensaient que des résidents faisaient l'amour, tandis que d'autres ironisaient en disant qu'ils répétaient pour une danse africaine. Clara demanda que l'on lui passe des préservatifs, ce qui agaça les voisins de chambre. Un des résidents tenta d'expliquer la situation en faisant une analogie avec un reportage sur les marmottes mâles qui partagent leur affection pendant le printemps, affirmant que l'on avait beaucoup à apprendre de la nature. On lui demanda poliment de se taire pour ne pas déconcentrer Steve. Plus tard, des secousses sismiques fictives, ironiquement mesurées sur une échelle fantaisiste, empêchèrent tout le monde de dormir, causant une grande fatigue générale et des tensions autour de l'utilisation d'un monoski. Le lendemain matin, la séance de sélection des photos pour le calendrier commença. Le producteur valida les clichés, bien que certains trouvassent que les photos avec les chats étaient déjà bien connues. Ils décidèrent de baptiser l'objet le Sabri-Janda, reconnaissant le génie de Sabri qui avait tout trouvé. Sabri accepta de céder ses droits contre un pourcentage de 5% sur les photos de l'agence Strauss avec le chat. Le producteur lui annonça qu'il allait commencer sa carrière d'acteur, comme un célèbre comédien du passé, et lui demanda de se déshabiller pour la séance photo. Sabri refusa d'abord, puis accepta lorsqu'on lui proposa d'incarner un cosmonaute qui prend sa douche, faute de costume spatial complet. Pendant ce temps, sur les pistes,
l'ami retrouva Charlotte qui se remettait de ses émotions. Il lui rappela qu'il s'était occupé d'elle pendant 8 heures et que sans lui, la situation aurait pu être dramatique. Charlotte le qualifia de héros pour lui avoir sauvé la vie. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Jamel, complètement hagard et couvert de neige. Jamel expliqua qu'à peine sorti du chalet, il avait été happé par une avalanche et avait traversé toute la vallée. Ayant tout perdu, il était revenu à pied et avait été poursuivi et attaqué par une sorte de chèvre sauvage avec des bigorneaux énormes sur la tête qui poussaient des petits cris. Bien que l'animal se soit montré finalement affectueux, il avait totalement ruiné sa combinaison. Malgré les interruptions et les aventures des uns et des autres, la vie reprenait son cours à la montagne. À la télévision locale, le journal de l'après-midi battait son plein. Le présentateur commentait les futures élections à la mairie de Paris lorsque le vieil homme fit irruption sur le plateau, s'étant perdu dans les couloirs compliqués de la station. Pensant être au bon endroit pour diffuser sa cassette, il interrompit le direct. La vidéo promotionnelle fut lancée, montrant les bienfaits du Sabrigenda, l'agenda idéal pour résoudre tous les problèmes de calcul et d'organisation pour les grands et les petits. De retour au chalet, l'ami ressentit une sensation étrange, avouant que c'était la première fois qu'il éprouvait un tel attachement pour quelqu'un. Émile l'interrompit pour lui signaler que quelqu'un l'attendait dehors. L'ami, fatigué par toutes ces péripéties, comprit qu'il s'agissait du fameux animal de la montagne et demanda 2 secondes avant d'aller affronter une dernière fois son destin enneigé.